Salut tout le monde, bienvenue dans Daniel Davis Deep Dive. L'émission continue même si Danny est en vacances. Aujourd'hui, on reçoit Jim Jatras, un ami de longue date de l'émission, ancien diplomate américain, conseiller en politique étrangère au Sénat pour le Parti républicain. Et si vous voulez tout savoir sur Jim, rendez-vous sur son compte X, Jim Jatras. Jim, ravi de te voir. Comment tu vas? Gary, c'est toujours un plaisir d'être avec toi et Daniel. Et j'ai vraiment hâte. Eh bien, Jim, je t'ai contacté parce qu'il y a eu un témoignage hier qui, à mon avis, passe complètement inaperçu, alors qu'il ne devrait pas. Je veux qu'on se concentre sur le témoignage du commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper. Jim, je veux qu'on regarde ça ensemble et qu'on en parle pendant qu'on le regarde. On va commencer avec le premier intervenant, le représentant Seth Moulton, du Massachusetts. Amiral Cooper, vous continuez à employer le terme considérablement affaibli. L'été dernier, on nous avait dit que le programme d'armes nucléaires de l'Iran avait été anéanti. Pouvez-vous préciser la différence entre anéanti et considérablement affaibli? Monsieur le député, encore une fois, je pense qu'il n'est pas approprié de parler de quoi que ce soit concernant le programme nucléaire iranien. Non, non, non. Je ne vous demande pas de parler du programme nucléaire de l'Iran. Je vous demande de parler de la langue anglaise. Quelle est la différence entre obliterated et significantly degraded? Est-ce que c'est la même chose? Monsieur le député, tout ce qui concerne le programme nucléaire n'est pas approprié à discuter. Je ne vous demande pas de parler du programme nucléaire, amiral. Je vous pose une question qui s'applique à beaucoup d'autres choses, au-delà du programme nucléaire. Vous avez aussi dit que leur programme de missiles balistiques avait été fortement affaibli. Qu'est-ce que ça veut dire? Jim, tu trouves que ce sont des questions légitimes? En fait, oui. Je veux dire, les porte-paroles de l'administration ont tellement utilisé ce genre de langage. Ils répètent sans arrêt des expressions comme « totalement détruit »,« décimé ». D'ailleurs, je pense qu'ils emploient mal ce mot. Qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement? Et bien sûr, soyons justes envers l'amiral. Quand il dit « je ne peux pas parler du programme nucléaire » et que M. Moulton répond « je parle de la langue anglaise », oui, mais il le fait en référence à ce que l'amiral a dit sur le programme nucléaire. Donc, s'il répond précisément à la question sur la différence entre les deux, il parle bien du degré auquel le programme nucléaire a été sérieusement affaibli ou complètement anéanti. Je crois que je préférerais l'entendre dire, tu vois, qu'ils ne sont pas pareils. J'aimerais qu'il nuance un peu ses propos. Je comprends bien qu'on ne cherche pas à obtenir des secrets. Bien sûr. Mais traîner comme ça et rester aussi indécis, franchement, je pense qu'il pourrait être un peu plus clair. Ça me dérange. Eh bien, vous savez quoi? Peut-être qu'il ne peut pas être plus franc parce que, premièrement, soit ils ne savent pas encore vraiment jusqu'où vont les dégâts, ou alors, soyons justes avec l'amiral. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans l'armée en ce moment qui comprennent bien dans quel pétrin on se trouve et qui font bonne figure devant les membres du Congrès pendant ces auditions. En même temps, espérons, vraiment, qu'il donne au président des conseils honnêtes, du genre « Monsieur le Président, on ne peut tout simplement pas continuer comme ça. Ça ne marche pas. » Jim, je crois que j'en veux un peu plus, Jim. Si tu dis « décimer », tu veux vraiment dire « décimer ». Dis-moi ce que tu veux dire. Parle-moi clairement. Et si tu veux revenir sur le mot « décimer », alors explique-moi pourquoi tu fais marche arrière. Eh bien, techniquement, décimer veut dire tuer une personne sur 10. Ça ne veut pas dire dévaster, comme beaucoup l'emploient aujourd'hui. Alors, quand on dit décimer, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Est-ce qu'on parle du sens classique,
ou plutôt du sens plus général que les gens utilisent maintenant. D'accord. Eh bien, j'aimerais qu'ils fassent plus attention à leurs mots. J'ai eu une mauvaise impression. Je ne sais pas si je suis le seul, d'ailleurs. Très bien, on continue. Il y a encore des choses à voir. Allons-y. Les chiffres précis, vous le savez bien, viennent de vos propres sources. La propre stratégie de sécurité nationale du président Trump, qu'il a signée en décembre, il y a 5 mois, utilisait exactement la même expression, fortement affaibli. Alors, si c'était vrai à ce moment-là, il y a 5 mois, pourquoi avons-nous commencé cette guerre? Est-ce qu'il nous mentait à ce moment-là? Monsieur le député, d'un point de vue militaire, tout ce qui concerne... Amiral, vous connaissez le général Westmoreland? Oui, très bien, monsieur le député. Il est surtout connu pour parler des bilans de pertes humaines. Quand je pense à vous et à cette guerre, je repense toujours à ces moments où vous disiez que tout se passait comme prévu. Alors, amiral, dites-moi simplement, la fermeture du détroit, elle fait partie du plan. Je suis heureux d'aborder les aspects opérationnels précis. Mais vous ne l'aviez tout simplement pas anticipé. Vous ne pensez pas l'Iran pourrait faire? Ou bien, est-ce que ça faisait partie du plan? Depuis 250 ans, la marine maintient les voies maritimes ouvertes et libres. Sous tous les présidents précédents, le détroit d'Ormuz est resté ouvert. Alors pourquoi est-il fermé sous votre mandat? Monsieur le député, j'ai traversé le détroit d'Ormuz probablement une centaine de fois. Je le connais très bien en tant que commandant de combat. Mais pourquoi est-il fermé? Si vous le connaissez si bien, n'aviez-vous pas anticipé que l'Iran pourrait... Répondez à la question. Si vous me permettez, avec tout le respect que je vous dois, ma responsabilité en tant que commandant de combat, c'est de présenter toutes les options, de les soumettre au secrétaire et au président. Ce sont eux qui prennent les décisions politiques. Donc vous avez présenté l'option, l'aspect opérationnel. Alors, amiral, vous avez présenté au président et au secrétaire à la Défense la possibilité que l'Iran ferme le détroit. Tout ce que je discute concernant les opérations directement. D'accord, revenons au plan. À quel moment supplier la Chine d'aider à ouvrir le détroit faisait partie du plan? Donc, d'un point de vue militaire, Il y a maintenant plusieurs rapports publics affirmant que l'Iran a déjà reconstruit une grande partie de ses sites de missiles bombardés. Est-ce que ça faisait aussi partie du plan? ces rapports sont inexacts. D'accord. Je vais quand même vous accorder le mérite du changement de régime. Je sais que ça faisait partie du plan. Vous avez remplacé un homme de 86 ans, en mauvaise santé, qui avait émis une fatwa contre la production d'armes nucléaires, par un type plus dur dans la cinquantaine. Et au cas où il n'était pas encore assez radical, vous avez tué sa famille proche. C'était prévu, ça? Wow. There's some delivery. Waouh, quelle prestation. Voyons un peu comment il continue. Let's hear how he goes on here. C'est donc le changement de régime que vous vouliez. Monsieur le député, on nous avait donné des objectifs militaires très précis. Affaiblir la capacité de projection de puissance de l'Iran. C'est exactement ce que nous avons fait. D'accord. Donc en faisant ça, vous avez aussi levé les sanctions pétrolières contre l'Iran, ce qui leur a rapporté entre 14 et 16 milliards de dollars. Avec ça, ils peuvent acheter pas mal de missiles balistiques. C'était prévu, ça? Lever les sanctions pétrolières contre eux en pleine période de conflit. Ils tuent 14 Américains et nous, on leur enlève les sanctions pétrolières.
Comme vous le savez, monsieur, l'armée américaine ne lève pas les sanctions. C'est une décision politique. D'accord. J'essaie juste de comprendre à quel moment ça faisait partie du plan. Le 5 mars, vous avez parlé du fait que vous aviez construit le système de défense aérienne le plus intégré du Moyen-Orient. Et pourtant, en plein milieu de la guerre, vous avez dû demander de l'aide à l'Ukraine pour vous défendre contre les drones. C'est pas exact? Très bien. Et les prix du pétrole, de l'essence? La hausse de 56% du pétrole, c'était prévu aussi? Monsieur le député, comme vous le savez, d'un point de vue militaire, nous ne nous occupons pas des prix du pétrole et du gaz. Je m'en remets aux autorités compétentes au sein du gouvernement. D'accord. Donc, puisque rien de tout ça ne semble faire partie du plan, quel est le plan maintenant? Quel est le plan concrètement pour gagner cette guerre? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est en train de la perdre. On n'a pas d'accord nucléaire. Le détroit n'est pas ouvert. Et le président a appelé à une reddition sans condition. Ça fait partie du plan, ça. Monsieur le député, nous avons atteint tous nos objectifs militaires. En ce moment, nous sommes dans un cessez-le-feu, nous menons un blocus et nous sommes prêts à faire face à toute une série de situations possibles. Eh bien, ça n'a pas l'air de très bien se passer. Et j'aimerais savoir combien d'Américains encore on va devoir demander de mourir pour cette erreur. Vous le savez, vous? Je trouve que c'est une remarque totalement déplacée de votre part, monsieur. Avec tout le respect que je vous dois, vraiment, ce n'est pas une déclaration. C'est une question. Jim, quelle est ton évaluation de la situation? Vous savez, humainement parlant, on ne peut que plaindre l'amiral, parce qu'il est là, à défendre une politique indéfendable, en faisant de son mieux dans le cadre qu'on lui donne. Et il le rappelle lui-même. C'est pas le rôle de l'armée de parler des prix de l'essence ou de ce genre de choses. Oui, je croyais qu'il n'était plus sur les questions d'énergie. Oui. Il essayait juste de marquer des points avec certaines de ces questions, comme celle-là, exactement. Et la façon dont il a terminé, je me suis dit qu'il n'avait pas besoin d'aller jusque-là, en parlant du nombre de morts qu'il anticipait encore. J'ai trouvé que c'était un coup bas. Mais, pour être honnête, beaucoup de ces questions étaient très pertinentes. Enfin, vas-y, pardon, je ne voulais pas t'interrompre. Non, non, non. Bien sûr qu'il y a des questions pièges, ça ne fait aucun doute. Mais le fait est, Gary, oui, la politique est mauvaise. Cette guerre a été une énorme erreur. C'est pire qu'un crime, c'est une faute monumentale. Et je ne pense pas qu'ils sachent comment ils vont se sortir de ce bourbier. Et l'amiral, avec tout le respect que je dois aux députés, il n'a qu'une petite partie de cette pagaille politique sous sa responsabilité directe, contrairement au prix de l'énergie. Quant à la fermeture du détroit d'Ormuz, je ne pense pas qu'on puisse ignorer le fait que tout le monde savait que c'était l'une des conséquences possibles, ou au moins l'un des scénarios envisageables en lançant cette attaque. Est-ce qu'ils ont clairement prévenu le président que les Iraniens feraient ça? Si ce n'est pas le cas, alors ils ont manqué à leur devoir. Oh, ils n'oseraient jamais faire ça. Eh bien, peut-être qu'ils ont dit au président, il risque de le faire, et qu'il a simplement répondu qu'il s'en fichait. Je n'en sais rien. Eh bien, vous savez, pourquoi n'a-t-il pas simplement dit « Oui, on ne s'attendait pas à ce que ça arrive, mais on savait que ça pouvait arriver, et on déteste que ce soit arrivé. Alors on est en train de corriger ça maintenant. » J'imagine que ce serait trop en admettre. Pendant qu'il parlait, c'est exactement la pensée qui m'est venue. Je me suis dit, eh bien, on a toujours su que c'était l'une des possibilités. Et il pouvait le dire sans préciser. Nous avons directement conseillé le président en ce sens. Voilà, parce qu'on ne voulait pas parler de ce qui s'était dit en interne.
Exactement. Parce que sinon, tu vois, il a l'air idiot. Comment peut-on lui faire confiance? Tu vas d'ailleurs entendre un peu plus tard pourquoi. Et c'est toujours désagréable de voir quelqu'un comme ça, alors qu'il pourrait simplement, sans entrer dans les détails, on n'a pas besoin de ce genre de détails, mais juste, tu sais, reconnaître ce que tout le monde comprend déjà et voit de ses propres yeux. Non, non. Je pense que le député sait très bien qu'il a en face de lui quelqu'un dont le pied est cloué au sol et qu'il ne peut pas s'échapper. Alors il peut rester là et le bombarder de ses questions pièges. Et l'autre va devoir se débrouiller tant bien que mal, parce que c'est son rôle en ce moment, encaisser les coups à la place de l'administration. Et, vous savez, il s'en sort à peu près aussi bien que possible. Comment disent les Britanniques déjà? Faire du mieux qu'on peut avec une mauvaise situation. C'est exactement ce qu'il est en train de faire là-haut. Oui. Passons à la partie suivante. Avant de commencer les questions, je veux rappeler à tout le monde ce qui s'est passé le tout premier jour de la guerre. Une école pour enfants, une école de filles, a été touchée en Iran et 168 personnes ont été tuées. La plupart étaient des écolières. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne sait pas exactement qui a frappé, même si c'était un missile Tomahawk qui a été utilisé. C'est en tout cas ce qui a été rapporté. Mais l'enquête est toujours en cours. Et on peut imaginer à quel point cela a bouleversé le peuple iranien. C'est un drame pour eux. Ce que vous voyez ici, ce sont des images de l'enterrement et du cortège funèbre. Donc gardons cela en tête. Dès le premier jour de la guerre, voilà ce qui s'est passé. Ça fait longtemps maintenant, environ 80 jours. Et pourtant, nous n'avons toujours aucune réponse. Sur ce, passons à la suite des questions. Voilà représentant Adam Smith. Cela fait environ 80 jours depuis la première campagne de bombardement qui a touché l'école de filles à Téhéran, en Iran, et qui a tué, je crois, plus de 150 élèves. Ce qui s'est passé là-bas est assez clair. Mais 80 jours plus tard, nous n'avons toujours pas reconnu notre responsabilité dans cette attaque. On entend sans cesse la même chose. C'est en cours d'enquête, c'est en cours d'enquête, c'est en cours d'enquête. Par le passé, quand nous avons commis ce genre d'erreurs, elles ont été reconnues rapidement, même si une enquête plus approfondie restait nécessaire pour comprendre comment les éviter à l'avenir. Alors, pouvez-vous, à cet instant, reconnaître que cette erreur a bien été commise et que nous en portons la responsabilité? C'est quelque chose que nous ne voulions pas faire et que nous ne voulons surtout pas reproduire. Monsieur le député, pour répéter clairement, les États-Unis ne visent pas délibérément. Voilà, c'est dit. Point final, et le peuple iranien n'est pas notre ennemi. Dans ce cas précis, c'est le corps des gardiens de la révolution islamique qui est l'adversaire. J'ai bien entendu cela dans votre déclaration d'ouverture, amiral. Je vous ai posé une question très précise et je suis curieux de vos réponses. L'enquête est toujours en cours. Dès qu'elle sera terminée, je serai tout à fait disposé à faire preuve de la plus grande transparence possible. Nous n'assumerons pas la responsabilité de quelque chose que, de toute évidence, nous n'avons pas fait. C'est donc une enquête complexe. L'école elle-même se trouve sur une base active de missiles de croisière du corps des gardiens de la révolution islamique. Ce point-là, c'est la première fois qu'il est vraiment mis en avant. Ce n'était pas l'explication ou la version qu'on nous avait donnée au départ. Alors maintenant, on voit bien que l'histoire a pris un léger tournant ou qu'elle s'est déplacée vers autre chose. Donc on va continuer. C'est la toute première fois qu'on entend ça. Oui, c'est plus complexe qu'une grève ordinaire. Dès que nous aurons terminé, je m'engage pleinement à la transparence, compte tenu de votre rôle essentiel de supervision,
ainsi que de celui des autres membres ici présents. Je veux que vous sachiez que j'ai énormément de respect pour vous et énormément de respect pour le Pentagone. Mais je ne fais pas confiance à cette réponse. Ce qu'on a vu de la part du secrétaire à la Défense et son mépris total pour les règles d'engagement ou la protection des civils, ça nous rend méfiants. Juste après ça, laissez-moi enchaîner rapidement. Sky News était sur place, là où le témoignage avait lieu, et ils ont ensuite parlé avec Cooper à la fin de sa déposition. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas révéler ce qui s'est passé à Manab? Pendant combien de temps allez-vous vous cacher derrière une enquête est en cours, monsieur? Nous avons une équipe sur place, à Manab, en ce moment même. Ils ont vu ce qui s'est passé, ils n'ont trouvé aucune preuve d'une base de missiles iranienne là-bas. Alors, combien de temps allez-vous encore vous abriter derrière une enquête est en cours, monsieur? Quand cette enquête va-t-elle se terminer? Amiral, pouvez-vous nous dire quand elle prendra fin? Et pouvez-vous dire quelque chose aux familles des victimes de Manab, monsieur? Eh bien, j'aime qu'il soit tenu responsable de cette façon. Jim, quelle est ton évaluation de sa réponse là? Bon, écoutez, ce n'est pas de la science-fiction, ni de la chirurgie spatiale. Si quelque chose comme ça arrive, c'est soit volontaire, soit accidentel. Il dit que ce n'était pas volontaire. Très bien. Prenons-le au mot. Ça veut donc dire que c'était un accident. Maintenant, on peut dire qu'on enquête sur les circonstances, si c'était sur une base active, et ainsi de suite. Mais quoi qu'il ressorte de cette enquête, même en imaginant tous les scénarios possibles, si c'était bien un accident, si on n'avait pas l'intention de tuer tous ces enfants, si on agissait de bonne foi, que c'était sur une base de missiles, qu'on a cru que c'était autre chose, etc., etc. Au final, la conclusion reste la même. On n'a pas voulu faire ça. C'était un accident. Nous en sommes désolés. Nous présentons nos regrets et nous allons verser des compensations aux familles. Je veux dire, souvenez-vous, il y a quelques décennies, nous avions abattu un avion de ligne iranien. Je crois qu'il se rendait en Arabie Saoudite, parce que le navire, en toute bonne foi, avait cru à tort qu'il s'agissait d'un avion attaquant le bâtiment américain. Ils l'ont abattu. Nous avons versé des compensations pour cela. Même en temps de guerre, si vous faites une erreur de ce genre, et si l'on prend la réponse de l'amiral au pied de la lettre, vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails de la façon dont l'erreur s'est produite pour admettre que c'en était une. Nous en sommes désolés. Nous indemnisons les familles. Il devrait pouvoir dire cela s'il insiste sur le fait que c'est une erreur, comme il l'a fait. Franchement, ce n'est pas si compliqué. Oui, on sent bien que c'est là qu'il veut en venir, mais il ne le dit toujours pas clairement. Non, parce que souvenez-vous, au début, le président Trump essayait d'en rejeter la faute sur les Iraniens, et il le disait clairement. En fait, on se tenait juste devant Pete Hegseth. Je m'en souviens très bien. Il était à bord d'Air Force One à ce moment-là. Oui, oui. Et il fait encore cette déclaration, vraiment stupide. Et je dis stupide en lui laissant le bénéfice du doute. Et Hegseth, lui, se tortille un peu. Il essaye d'éviter de contredire le patron devant tout le monde. Donc voilà, encore une fois, je déteste poser la question. Mais d'abord, est-ce qu'on sait vraiment si c'était une frappe américaine et pas une frappe israélienne? Et puis, encore une fois, les preuves. On sait que c'était un missile de croisière. Je ne sais pas si le... À l'époque, on avait rapporté, et je n'ai rien entendu de différent depuis, que c'était un missile Tomahawk américain. Oui. Alors, qui a tiré? Est-ce qu'Israël a tiré ou est-ce que c'est nous? Exactement. Et puis, encore une fois, peut-être que ce n'est pas tout à fait exact, mais il y a eu des informations disant que c'était une frappe en deux temps.
Il y a eu une première frappe, puis une deuxième. Très bien. Maintenant, on peut dire que c'était peut-être défendable s'ils pensaient vraiment viser une cible militaire, avec des équipements militaires détruits lors de la deuxième frappe, en leur accordant le bénéfice du doute. Mais malgré tout, si rien de tout ça n'était vrai, si c'était basé sur de fausses informations, s'ils pensaient frapper autre chose, ça reste une erreur. Ils devraient être capables de le reconnaître. À l'époque, certains disaient aussi que oui, effectivement, ça s'était bien passé. Et oui, c'était bien nous. Mais que malheureusement, tout ça reposait sur de vieilles informations qui traînaient encore. Et comment quelque chose comme ça peut arriver? Oui. Et puis, on entend dire que, eh bien, même si c'était sur une base des gardiens de la Révolution, ces personnes auraient été en fait les filles de membres du personnel. Et que c'était une façon d'envoyer un message aux Iraniens en disant « c'est du sport ». J'espère vraiment que cette explication n'est pas vraie. Vous savez, le secrétaire à la Défense, je ne m'embarrasse pas du titre de secrétaire à la guerre, c'est absurde. Hegseth, d'après ce que j'ai compris, a assoupli les procédures pour identifier les cibles et vérifier qu'il ne s'agit pas de cibles militaires, puisque beaucoup de tout ça est désormais géré par l'intelligence artificielle. Alors, la question c'est, quel niveau de contrôle réel y a-t-il? Est-ce qu'il y a une logique dans le choix de ces cibles? Je veux dire, vous avez remarqué, il a ce côté un peu guerrier viril, du genre, on va pas se laisser freiner par des règles d'engagement ridicules et tout ça. On y va à fond, quoi. Et peu importe les conséquences. J'espère vraiment que ce genre d'irresponsabilité ou cette attitude désinvolte face aux pertes civiles ne devient pas plus courante au sein de cette administration. Mais encore une fois, comment peut-on vraiment le savoir? On ne va pas le savoir tout de suite, en tout cas pas dans l'immédiat. On parle de Pete Hegseth, c'est lui qui est au centre de la prochaine partie de cet entretien. Et avant d'en venir à la question elle-même, je veux juste préciser que le discours dont il est question, c'est celui que le secrétaire était en train de prononcer. Ils sont perdus, et nous le savons. Notre réponse, on va continuer à mettre la pression. On va pousser, avancer, sans relâche. Pas de quartier, pas de pitié pour nos ennemis. Comme vous le voyez, c'était en mars de cette année. Et c'est justement le prochain sujet de question avec le représentant Smith. Pensez-vous qu'il soit jamais approprié pour quelqu'un en position de leadership d'utiliser l'expression « pas de quartier » pour décrire la façon dont nous menons nos opérations en Iran? Monsieur, je pense que c'est approprié. En tant que chef militaire, nous respectons le droit des conflits armés et nos responsabilités constitutionnelles. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Et vous seriez d'accord pour dire que pas de quartier, ce n'est pas conforme à la loi. Je suis d'accord, c'est notre responsabilité constitutionnelle de respecter la loi. Mais dites-moi, pas de quartier, est-ce que ça respecte la loi ou pas? Je suis d'accord, nous suivons la loi, monsieur. Mais vous n'allez pas entrer dans les détails, n'est-ce pas? Ils vont en avoir une compréhension vague, un peu générale, et faire tout ce qu'ils veulent sans rendre de compte. Écoutez, les gens font des erreurs. C'est la guerre. Des choses arrivent. Je comprends, d'accord? Et je ne vais pas être aussi sévère que certains. Mais l'arrogance du Pentagone et leur refus total de reconnaître la moindre erreur, c'est exactement la raison pour laquelle on est dans cette impasse sans issue. Quelqu'un, dans cette chaîne de commandement, doit assumer les bêtises qui ont été dites et faites pour qu'on puisse au moins avoir un peu confiance que ça ne se reproduira pas. En plein dans le mille, mec. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Wow ».
C'était pile entre les deux yeux. Il l'a vraiment frappé. Écoute, c'est un peu fastidieux tout ça. Franchement, c'est quoi le problème? Il l'a dit une fois dans un seul discours, et les gens essayent de minimiser. Nous, on veut simplement vous dire ce que dit exactement la Convention de Genève. Alors l'article 40 du protocole additionnel, datant de 1977, dit ceci. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, de menacer l'adversaire en ce sens, ou de mener les hostilités sur cette base. Et ça, c'était en fait une mise à jour de ce qui avait été écrit à l'origine en 1907. La formulation plus ancienne et plus explicite, celle du « pas de quartier », vient de cette partie de la Convention. L'article 23. Il est expressément interdit de déclarer qu'aucun quartier ne sera accordé. Voilà de quoi il parle. Et je trouve que Smith a parfaitement résumé la situation. C'est comme si tu rendais impossible le fait qu'on te croie, quand tu n'es même pas capable de reconnaître, eh bien oui, qu'une erreur a aussi été commise ici. Non, c'est tout à fait exact. Et encore une fois, tout est dans l'usage des mots. Le député demandait, en gros, est-ce que l'expression « pas de quartier » est conforme aux règles de l'engagement armé? Et il n'a pas voulu répondre à la question évidente, à savoir que non. Alors, il aurait pu répondre en disant par exemple, le secrétaire parlait de façon hyperbolique, il voulait dire qu'on ne laissera pas l'Iran s'en tirer comme ça, et ainsi de suite. On ne parle pas ici d'une situation tactique où des combattants ennemis sont hors de combat ou sans défense, et qu'on déciderait quand même de les abattre. Il y avait donc plusieurs façons de gérer cette question. Mais je pense que ça l'aurait mis dans une position très délicate vis-à-vis de ses supérieurs. Du coup, il a préféré faire ce qu'il faisait, esquiver, esquiver, esquiver. Je sais, politiquement, c'est la bonne chose à faire. Mais bon sang, sur le plan humain, sur le plan logistique et sur tellement d'autres plans, le seul qui soit juste, c'est le plan politique. Sur une cinquantaine d'autres, c'est la mauvaise décision. Et soyons honnêtes aussi, Gary. Les démocrates traitent ces types comme une sorte de piñata qu'ils peuvent frapper à volonté parce qu'ils les voient comme des cibles faciles. Je me demande juste, encore une fois, je n'ai pas vérifié les antécédents de ces membres du Congrès en particulier, mais j'aimerais savoir à quel point ils ont, disons, raconté des absurdités similaires au fil des années. Que ce soit sous l'administration Biden, à propos de la guerre en Ukraine, ou d'autres sujets du même genre, où ils n'hésitent pas à faire preuve du même genre d'arrogance impériale quand ça sert leurs intérêts politiques. Mais quand ils ont une cible facile dans cette administration, qu'ils peuvent exploiter pour en tirer un avantage partisan, eh bien oui, ils le font. C'est comme ça que fonctionne la politique. Franchement, si c'était l'inverse, si on avait une administration démocrate dans la même situation, ce pauvre type serait là, en train de se faire cuisiner par les républicains. Et malheureusement, c'est comme ça que la politique marche. Vous savez, à part ce que j'appellerais les questions sournoises que Mulder pose et ce que Smith fait, à part ces quelques cas-là, je suis content qu'ils fassent enfin leur travail ici. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut vraiment poser et ils les mettent un peu sous pression. Et vous voyez, c'est exactement pour ça qu'ils sont là. Pour une fois, ils font leur boulot. Oui, Encore une partie avec le député Smith. Monsieur Zimmerman, pouvez-vous m'expliquer comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on considère qu'il est intelligent pour le président de répéter jour après jour qu'il y a un accord avec l'Iran, alors qu'il est évident qu'ils n'ont pas accepté ces conditions? Et que forcément, le monde entier s'en rend compte dans les 24 à 48 heures qui suivent. Aidez-moi à comprendre. Quelle est la stratégie du président quand il se lève pour dire « Nous les avons vaincus, la guerre est terminée, ils ont tout accepté ». Franchement, à un moment, est-ce que ça ne finit pas par nous faire passer pour des clones quand il devient clair que ce n'est pas du tout le cas?
when it becomes obvious that that's not the case? Monsieur le député, la détermination du président à agir fermement pour protéger les Américains, ainsi que nos partenaires et alliés, a renforcé la crédibilité des États-Unis. Elle ne l'a pas affaiblie. Bon, mais si on parle de ce sujet précis, on pourrait avoir ce débat sous un autre angle, mais il a répété à plusieurs reprises que l'Iran avait accepté des choses qu'il est évident qu'ils n'ont pas acceptées. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que le président est mal informé? Est-ce que les gens autour de lui font mal leur travail pour le tenir au courant de ce qui se passe? Est-ce qu'il ignore vraiment à ce point la situation? Ou bien est-ce qu'il invente tout ça dans le cadre d'une espèce de stratégie, je ne sais pas, d'échec à 6 dimensions? Alors pourquoi? Le président dispose des meilleures informations qu'un chef d'État puisse avoir. Alors pourquoi il se trompe encore dans ce cas? Le président ne se trompe pas sans arrêt. La Maison-Blanche dirige ses négociations pour trouver une solution durable. Je suis désolé, il vous reste 20 secondes. Mais il ne se trompe pas sans arrêt. Il dit littéralement que le détroit est ouvert, que l'Iran a accepté d'abandonner ses armes nucléaires, que l'Iran a accepté d'abandonner ses programmes de missiles balistiques. Voilà la question de base. Le détroit d'Ormuz est-il ouvert? Et l'Iran a-t-il vraiment renoncé à ses armes nucléaires? Le détroit d'Ormuz est une situation très complexe en ce moment, avec un flux qui est fortement dégradé. J'espère que vous prendrez un moment pour revenir sur tout ça et que vous comprendrez à quel point ça vous fait mal paraître. Enfin, écoutez, vous pouvez répondre à la question, vous pouvez me contester de 1000 façons différentes, mais faire comme si la réalité n'était pas la réalité et le répéter encore et encore en audience publique, désolé, mais ça n'aide pas du tout notre crédibilité. Merci de votre patience, Monsieur le Président. Je rends la parole. Instead of skrivant bien bas towards à la fin. Eh bien, malheureusement, M. Zimmerman n'a pas pu donner la vraie réponse à la question. En réalité, le président dit ces choses parce que sa famille et ses proches s'en mettent plein les poches avec les fluctuations des contrats à terme sur le Brent. À chaque fois qu'il ouvre la bouche et que le prix monte ou descend, quelqu'un gagne beaucoup d'argent. Est-ce que ce serait la bonne réponse que M. Zimmerman aurait pu donner? Je me demande bien comment les membres du Congrès auraient réagi à ça. Et je déteste le dire, moi qui ai soutenu Trump lors de ses 3 campagnes, mais je crois que personne n'a jamais vu un niveau de corruption pareil. Je veux dire, ces types font passer Hunter Biden pour le bureau d'éthique commerciale. Franchement, c'est tellement flagrant. Peut-être que c'est une très très mauvaise réponse à une question que personne n'a envie d'entendre. Mais la pire réponse encore, c'est de se demander, est-ce que Trump est parfois vraiment à ce point dans l'illusion qu'il croit sincèrement à ce qu'il dit? Je pense que, comme Daniel l'a souvent fait remarquer, Trump a tendance à... Comment dire? Ce n'est pas de la confusion. C'est plutôt ce truc où on croit qu'une chose est vraie, simplement parce qu'on veut qu'elle le soit, et on ouvre la bouche, et voilà, ça sort. Jim, j'ai justement... Enfin, je n'avais même pas prévu ça. Par hasard, j'ai une vidéo. Ce que tu viens d'expliquer, voilà comment il fait. Regarde. Je ne fais pas ça pour des raisons politiques. Écoutez, tout le monde me dit que c'est impopulaire, mais moi je pense que c'est au contraire très populaire. Quand les gens entendent que ça concerne les armes nucléaires, je crois que franchement, c'est très populaire. Jim, tout le monde me dit que c'est impopulaire, mais moi je pense que c'est très populaire.
C'est comme ça qu'il se justifie. Bon, c'est populaire auprès d'une certaine partie de la population, ceux qui ont viré Tom Massey hier. Je veux dire, oui, il garde au moins la moitié de son ancien électorat, peut-être même plus. Surtout les plus âgés, vous voyez, les baby boomers, ceux que j'appelle les Trumpanzis, qui croient absolument tout ce qu'il dit et tout ce qu'ils entendent sur Fox News. Il a toujours cette base-là, et j'imagine que c'est populaire chez eux. Et peut-être que pour l'instant, c'est tout ce qui l'intéresse. Pensez qu'on peut acheter ce siège et le retirer à Massey simplement en inondant la campagne d'argent. Gary, pourquoi tu détestes la démocratie? Oui, c'est ça. Encore une fois, le meilleur gouvernement que l'argent puisse s'offrir. Exactement. Que Dieu bénisse l'Amérique et le dollar américain. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure l'affaire Massey sera une victoire à la Pyrrhus pour l'establishment. Ils se disent, très bien, on a cloué ce scalp au mur. Mais combien d'Américains commencent à voir ce genre de manipulation du processus électoral pour ce qu'elle est vraiment? Oui, comme tu l'as dit, la meilleure démocratie que l'argent puisse acheter. Vous savez, j'espère qu'il va y avoir un vrai mouvement de fond. On dirait qu'il commence à se former, avec MTJ, avec Tucker Carlson, et maintenant avec ce qui s'est passé avec Massey. J'espère que de plus en plus de gens vont comprendre ce que c'est vraiment. Oui, moi aussi, j'espère bien. Mais du coup, la question se pose. D'accord, comment cette opposition peut-elle vraiment s'exprimer dans un système électoral aussi profondément corrompu? Autrement dit, on entend beaucoup d'Américains dire « il faut présenter de bons candidats » ou encore « on va créer un nouveau parti » et ainsi de suite. Mais tout ça part du principe qu'on peut s'en sortir par les urnes. Et on vient justement de nous prouver que non, ce n'est pas possible. Jim, je veux te faire écouter encore une chose. J'ai ici un petit montage, un peu plus d'1 minute. Il réunit 3 diplomates. Un diplomate britannique, un ancien diplomate britannique, un diplomate iranien et un diplomate russe. La semaine dernière, ils ont tous dit à peu près la même chose. Je veux simplement te le faire entendre et avoir ton avis après. Il n'y a aucune confiance envers le gouvernement des États-Unis. Je veux dire, ils ont, à 2 reprises, même 3 en réalité, décidé de lancer des attaques surprises en plein milieu de négociations. Donc il n'y a pas vraiment de sentiment de confiance, disons, qu'ils puissent parvenir à un accord. Les Iraniens vont donc insister, d'accord, mais nous voulons que ce soit inscrit dans un traité juridique formel, validé par le Conseil de sécurité ou par le Congrès. Et Trump, lui, peut pas faire ça. La question la plus importante en ce moment, c'est celle de la confiance. Nous ne pouvons absolument pas faire confiance aux Américains. Donc tout doit être précis, tout doit être défini très clairement avant qu'on puisse conclure un accord. Et il est évident que ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir par la force, ils ne pourront pas l'obtenir, ni militairement, ni à la table de négociation. À mon grand regret, il n'y a pas du côté européen de diplomates prêts à s'engager, prêts à faire notre vrai métier, celui pour lequel nous avons été formés. Se réunir, chercher des solutions, en proposer à nos capitales. Ceux que je rencontre ne sont que de simples propagandistes. C'est une source de grande frustration pour moi. Mais je pense que je vais continuer mon travail ici. Et j'essaierai de réveiller au moins quelques-uns de mes collègues avant qu'il ne soit trop tard. Alors Jim, sur la scène internationale, il n'y a plus de confiance. Ce sont tous des propagandistes et ils ne peuvent pas faire leur travail. Eh bien, je n'aime pas accuser ces 3 messieurs d'un optimisme un peu naïf, mais en réalité, c'est encore pire que ce qu'ils disent. Peut-être qu'eux-mêmes mesurent à peine la portée de leurs propos,
mais je ne suis pas sûr que leurs auditeurs, eux, la comprennent. Monsieur Crook, par exemple, a dit « C'est pour ça qu'il faut un traité, le Conseil de sécurité et tout ce genre de choses. » Mais l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, a bien été approuvé par le Conseil de sécurité. L'accord de Minsk aussi. Et pourtant, j'ai entendu d'autres commentateurs dire « Les Russes, sur l'Ukraine, cherchent encore des garanties de traités contraignantes. » Pour le gouvernement américain, qu'est-ce que c'est? Ce sont des promesses en croûte de tarte, faites pour être rompues, comme disait Lénine. À mon avis, c'est bien pire que ce qu'ils prétendent. Et je ne suis pas sûr que ces messieurs, ni même les gouvernements concernés, que ce soit à Téhéran, à Moscou ou à Pékin, mesurent vraiment la profondeur et la gravité de cette remarque. Parce qu'en réalité, même avec un traité contraignant, même avec une résolution du Conseil de sécurité, ou n'importe quel accord imaginable, ça ne change rien pour les gens à Washington. Et l'un des rares mérites de cette administration, je peux au moins le reconnaître, c'est qu'au moins, eux, ils sont honnêtes à ce sujet. Ils ont clairement montré qu'ils ne se sentent liés ni par le droit international, ni par les accords internationaux, ni même d'ailleurs par la Constitution américaine, seulement par leur propre morale, comme le dit le président Trump. Et, je déteste le dire, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. La seule différence, c'est que ces gens-là l'admettent ouvertement. C'était vrai sous Biden, c'était vrai sous Bush, c'était vrai sous Clinton. En fait, on se moque complètement des règles internationales ou des accords internationaux. Qu'il s'agisse de loi ou même de morale, on fait simplement ce qu'on veut. Point final. Et pourtant, les Iraniens continuent de négocier avec nous. Les Russes continuent de discuter à propos de l'Ukraine. Et les Chinois, eux aussi, continuent de jouer le jeu des négociations avec nous. Vous savez, Trump et Xi ont parlé de Taïwan et tout ça. Mais est-ce qu'ils comprennent vraiment que ces négociations n'ont nulle part où aller? Que même si on acceptait toutes leurs conditions, signées, scellées, livrées, joliment emballées, ça ne voudrait toujours rien dire. Est-ce qu'ils en ont vraiment pleinement conscience? J'en suis pas sûr. On voit déjà tout le chaos et la confusion à la surface, juste sous nos yeux. Alors on peut imaginer ce qui se passe derrière les portes closes. Je pense que oui. Et encore une fois, je crois que les autres pays en ont probablement une idée. Mais je ne sais pas s'ils mesurent à quel point c'est profond. Je veux dire, vous savez, le président Trump dit « Eh bien, on se comporte comme des pirates maintenant. » D'accord, très bien. Mais alors, comment on négocie avec un pirate? Encore une fois, ça a été dit publiquement. Oui, ça, Dieu seul sait ce qu'ils disent en privé. Rien que d'y penser, ça me fait frémir. Jim, j'adore entendre ton point de vue sur les choses. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était une super discussion. Continue ton excellent travail, vraiment. Merci infiniment. Tu sais, on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Je ne les aime pas, alors montrez un peu d'amour en retour. Abonnez-vous, mettez un like et envoyez ça à quelqu'un qui compte pour vous.